Thank you, Nestor, for the introduction, and thank you for the invitation to present in today's sessions. It is a pleasure for me to share with you my preliminary results on my project. So let's start with some general overview of platelet function, because I heard the first question in the public, what are platelets? So platelets are circulating cells. They are very small cells which don't have a nucleus, so they're called anucleate cells. And they're known primarily for their role in hemostasis and thrombus formation. However, in the last decades, it has been increasingly recognized that they also play an important role in inflammation and that they're able to modulate inflammatory responses. So when platelets get activated, they can interact with endothelial cells and activate endothelial cells, which further leads to a release of pro-inflammatory cytokines. But it's also known that platelets can interact with circulating white blood cells, so leukocytes, preferentially with monocytes in human blood. And in my previous work, I was able to show that platelets, here depicted in green, directly interact with monocytes depicted in blue on the endothelial cell surface under flow conditions, and that their platelets are important mediators of inflammatory cell activation, and they can facilitate immune cell infiltration into the tissue. So here in this schematic representation, we see platelets at an interface between endothelial cells, which line vessels, but also the surface of the heart, and circulating leukocytes. Upon activation, platelets secrete a plethora of cytokines and chemokines, so they're really active cells, which upon activation are also able to translocate P-selectin on their surface. And we know that P-selectin binds to the specific receptor PSGL1, which is expressed by circulating leukocytes. And this is the main mechanism how platelets interact with circulating leukocytes. We also know that platelet leukocyte aggregates or complexes are of clinical relevance. It has been previously shown that in humans that platelets can interact with all three major classes of white blood cells, so neutrophils, monocyte macrophages, and lymphocytes. And these platelet leukocyte aggregates are found in chronic inflammatory diseases, but also in acute myocardial infarction and acute ischemic stroke. We know that ischemic stroke is an important contributor to morbidity and mortality in atrial fibrillation. And we also know from tissue, or from human tissue and animal model tissue of patients with atrial fibrillation that we have an immune cell response also in the atrial tissue, which probably drives structural remodeling in atrial fibrillation. So basically my project is following the question, which role do these platelet leukocyte interactions play in the pathophysiology of AF? In order to answer this question, we use the well-established animal model of atrial fibrillation available at our institute. So sheep are being implanted with telemetry system and with pacemakers, and they receive an intermittent atrial pacing, which leads to, after 2 to 3 weeks, to induction of stable AF. So we call this AF domestication. So, and this occurs in 74% of sheep. They develop practically persistent AF. But we also know that around about 1/4 of the sheep have a resistant phenotype. So despite repeated atrial pacing, they fail to have sustained episodes of AF. And this is considered to be probably a reflection of paroxysmal AF patients we see in the clinical setting. One of the major findings of our metabolic team was on metabolic remodeling in this AF sheep model. We found out that succinate, an important intermediate of the tricarboxylic acid cycle,
is accumulating in AF sheep. So we found increased levels of succinate in the coronary sinus plasma of AF sheep, and also increased levels of succinate in the heart tissue, in the LAA tissue. So considering the fact that it's been increasingly recognized that succinate is not only metabolically active, but it can also exert non-metabolical functions, particularly in inflammation, we followed first the question, how does succinate impact platelet function and platelet leukocyte interactions in AF? In order to study these questions, we set out to study platelet function using light transmission aggregometry. This is a gold standard for studying platelet function in the clinical setting, but also in a research setting, and it's based on very simple principle. So we add platelet-rich plasma, which is isolated from whole blood, containing resting platelets in suspension. This plasma is placed in a cuvette between a light source and a photocell, and the light transmission is being continuously measured in that solution upon addition of an agonist, which induces platelet activation and aggregation, as we see here in this electron microscope images. Upon activation, platelets develop pseudopodia and get aggregated. And like this, the light transmission through that platelet-rich plasma is increasing because the solution becomes increasingly clear. So like this, we are able to monitor in real-time platelet aggregation in response to different agonists. This is just an overview of possible agonists when activating platelets. They are all G-coupled proteins, so act through G-coupled proteins. And we also know that the succinate, the specific receptor of succinate receptor 1, is also a G-coupled protein and is expressed on the platelet surface. So here we come to the results. We first, upon addition of a high concentration of ADP, so a potent platelet activator, we saw no differences between the groups, so baseline, resistant, and AF sheep. But when adding submaximal concentrations, we definitely saw a difference. AF sheep seemed to be less reactive to ADP, so less platelet aggregation compared to baseline, whereas the resistant phenotype seems to make up an intermediate response. We were also able to show that succinate per se is able to induce primary platelet aggregation. And upon addition of succinate to ADP, we were able to see that succinate potentiates ADP effect. These results were basically well in accordance to previous results also from our group of Lin. Several years ago, she published the results found in platelet aggregation of atrial fibrillation patients, where she also found that patients with paroxysmal AF and persistent AF had produced less aggregation response to different agonists. So it's paralleling our results we saw in the sheep. And here we see the statistical analysis. We see that ADP significantly, the response to ADP significantly reduced in AF sheep, whereas with succinate, we have a quite high variability as baseline. We see definitely a trend towards a reduced reaction. However, the results are not statistically significant. But what is definitely significant is the potentiating effect of succinate, not only of ADP, but also for arachidonic acid, thrombin, and collagen, all established platelet agonists. Further, we analyzed whether this potentiating effect of succinate is mediated by mitochondrial reactive oxygen species. In order to study this, we incubated platelets with ADP, succinate, and SEQUEL1, which is a suppressor of the mitochondrial respiratory complex 1. And we found that there was no difference. So this effect does not seem to be mediated by mitochondrial ROS. The next question we investigated whether this effect was mediated by the G-coupled receptor, succinate receptor 1. In order to study this, we incubated platelets with cis-epoxy succinate, which is a synthetic specific agonist of this receptor, and we found a similar effect. So these results suggest that this effect we are seeing is most probably
induced by the succinate receptor 1. And finally, we investigated the effect of succinate on platelet-leukocyte interactions using flow cytometry. There we are able to differentiate between the three major classes of white blood cells, so granulocytes, PBMCs, and monocytes. And by adding specific antibodies, so monocyte-specific and activated platelet-specific antibodies, we are able to find, to detect platelet monocyte complexes. And here we saw that succinate had a significant effect only on granulocyte complexes. So succinate increased significantly platelet granulocyte complexes, an effect which was also seen with ADP. However, this was previously known. ADP was used as a positive control in these experiments. This is some work in progress. Something I'm working on at this moment is to see whether succinate is able to induce platelet p-selectin positivity, because we saw that this interaction with the leukocytes is mainly p-selectin driven. So after 30 minutes incubation, we see a trend towards increased positivity. However, with 60 minutes, I only was able to perform one experiment so far, but results look promising. So as I said, this is work in progress. This I'm going to investigate further. Now we already reached the conclusions. So far we were able to show that succinate has a synergistic effect on platelet aggregation response to ADP, arachidonic acid, thrombin, and collagen. Aggregation response to ADP is reduced in AF sheep, which has been also previously described for other conditions, and this is probably due to a desensitization mechanism. The succinate effect on platelet function appears to be mediated by the G-coupled protein, succinate receptor 1, and succinate increases platelet selectin positivity and platelet granulocyte complexes. This is an outlook of planned experiments or experiments which are mostly already ongoing. The analysis of platelet leukocyte complexes in vivo, because the experiments were so far performed in vitro in AF and the sheep of blood. Also the protein expression of succinate receptor 1. And further functional studies, also including immunohistochemistry to study immune cell infiltrates. So thank you very much for your support. Yes, I'm looking forward to the discussion. Any question? No? So we have seen that the EF increased the level of succinate, and the succinate produced the aggregation of the platelet. Yes. Yes. Mm-hmm. So we can can you measure the aggregation of platelet in human that has already FA, and we can use it like determine the pathology of the patient, or it's specific of the F, or maybe there are another pathologies that can produce the same? Yeah, so it is indeed known that succinate accumulation has been seen in different pathological conditions in humans, which are related to hypoxia. So, for example, in diabetes patients, but also in tumor patients, where there's also succinate accumulation is actually a marker of worse outcome. So I can imagine that this findings of succinate effect on platelets is not specific to the AF and can be generalized also to other conditions, as you say, where we find a succinate accumulation. And also, did you differentiate at the beginning of the AF and with a persistent one, if there are any changes between the aggregation? So maybe the level of succinate. You mean at the beginning, the stabilization period, basically before AF becomes persistent. Okay. You mean, right? Yes, That's the question. Yes, yes. So I didn't do any platelet functional analysis on that, and I'm not sure if Guido can make it for here today. Unfortunately, I have to ask him whether he looked at platelet at succinate levels. I think it was planned, but I need to double check with him. Maybe during time the succinate level can change. I don't know. Yes, that's plausible. Definitely. Okay. There are another questions?
Yes. Sorry, I'm totally confused now. Does succinate increase aggregation or decrease it? So succinate is able per se to produce platelet aggregation. Here we see it is not as potent as ADP, which is a classical and very potent agonist of platelets, but succinate is able to induce a primary platelet aggregation. And also succinate, when added to ADP, 1 micromolar, so a small concentration, which would normally only lead to transient aggregation and then again disaggregation. When adding succinate to this, we see increase stable aggregation almost as high as we see when adding higher ADP levels. Okay, thank you. I read your graphs in the wrong way. So does that mean that succinate is one of the? Does it contribute to stroke in AF patients? That is a viable hypothesis. It's we would need to investigate that in patients definitely, but it's one of the possible mechanisms. Other questions? No, but thank you so much, Yona. Thank you for attention. Ouais. Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Marion Panouillère, je suis ingénieure pédagogique, je travaille sur le simulateur le SIMRIC. Mon rôle est de créer des formations autour de l'utilisation de ce simulateur. Je travaille dans l'équipe de Rémi Dubois, dans l'équipe SIMLab. Comme vous le savez tous, le LYRIC est un institut qui prône l'innovation, le soin, la recherche, mais également l'éducation. Et c'est le versant éducation qui va nous intéresser. Le LYRIC propose différentes formations allant du diplôme universitaire en passant par le master, la formation continue, les summer school, à un public très varié. Donc ça va de l'ingénieur au médecin en passant par l'infirmier et les étudiants en master. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la formation sur la simulation. On va vouloir comprendre comment fonctionne, comprendre en fait la simulation par l'ablation par cathéter. Ablation par cathéter, qu'est-ce que c'est? C'est faire passer un cathéter par la veine fémorale, le faire remonter jusqu'au cœur et aller brûler une partie du tissu du cœur afin de rétablir le rythme sinusal normal. Jusqu'à présent, en fait, l'ablation par cathéter est faite directement au pied du patient. Donc, nous, on aimerait proposer de la simulation pour que le médecin puisse s'entraîner au préalable avant de passer directement sur le patient. Pour ce faire, on a des salles de simulation qui ont été créées et qui ont été livrées depuis février 2023. Donc, on a 2 salles. On a une salle de simulation avec 5 simulateurs à l'intérieur avec 5 torses transparents. Et on a une salle de simulation avec 4 ordinateurs pour faire de la simulation. Là, je vous ai mis une photo avec les 5 simulateurs de la salle de simulation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, on pourra faire une petite visite si vous voulez. Maintenant, le public cible qui va nous intéresser, c'est les médecins qui font l'ablation par cathéter, les internes, les jeunes docteurs, aussi les docteurs juniors. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut leur apprendre, par exemple, à être confrontés à certaines arythmies cardiaques. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a telle arythmie? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a cette autre arythmie? Apprendre à manipuler les cathéters. Voilà. Et pour ce faire, on va utiliser des simulateurs. On a choisi, en fait, une courbe de progression au niveau de la simulation et au niveau de l'apprentissage. On commencerait l'apprentissage par utiliser des simulateurs sur ordinateur. Donc, on utilise, en fait, le médecin serait confronté à un patient virtuel. Et en fait, quand on passerait sur ordinateur, on aurait 2 logiciels. On aurait SimNav et SimView. SimNav pour représenter le cœur en 3 dimensions avec les cathéters et SimView pour avoir les signaux électriques. Quel est le but de ces simulateurs? Le but de ces simulateurs est que le médecin puisse se confronter à un patient virtuel, par exemple à un patient qui a un flotteur droit ou un flotteur gauche, pouvoir reconnaître les signaux électriques, pouvoir induire un flotteur, par exemple. Pouvoir reconnaître les signaux, etc. Ensuite, on passerait à une autre étape, c'est-à-dire passer directement sur le SIMRIC. Donc, que vous voyez ici, je pense que vous le connaissez. C'est un mannequin transparent avec un cœur en silicone et une veine fémorale. Et en fait, il y a 2 écrans. Un écran où il y a les signaux électriques, un écran où il y a le cœur en 3 dimensions avec la fluoroscopie. Ça, c'est exactement comme ce qui se passe au bloc opératoire. Le but de ce simulateur serait vraiment
pour le médecin d'être là aussi confronté à un patient virtuel, de savoir reconnaître les signaux électriques, de pouvoir induire un flotteur, de pouvoir utiliser les cathéters. Il y a différents cathéters qu'il peut utiliser, cathéter de mapping ou cathéter d'ablation. Pouvoir utiliser la fluoroscopie par exemple aussi. Donc c'est un outil qui est quand même assez perfectionné et assez complet pour ça. Comme je vous disais, il y a un patient virtuel. On représente le cœur en 3 dimensions avec musique cardio et on a les signaux avec SimView. L'autre étape, ensuite, ce serait d'utiliser les systèmes cliniques qui sont utilisés à l'hôpital. Parce que là, avec le Simric, on a déjà le cœur qui est représenté en 3 dimensions. Mais à l'hôpital, quand on en fait une ablation par cathéter, le médecin commence toujours par faire du mapping, en fait. Il va utiliser les systèmes cliniques, donc les différents systèmes qui sont présents à l'IHU lyrique sont le Carto, le Rhythmia et l'Insight Précision. Le but, c'est vraiment que le médecin puisse se confronter à ce qui se passe vraiment à l'hôpital. Donc, en fait, avec ces systèmes cliniques, l'IHU, là, on peut avoir ces 3 systèmes réunis dans une même salle, ce qui est assez unique, et pouvoir faire de la cartographie. Donc, chaque système a son cathéter de mapping qui lui permet de faire de la cartographie. Donc voilà, là c'est pareil. Ensuite, une autre étape, mais faudrait qu'on en reparle avec mon chef Rémi, c'est de faire de l'expérimentation animale. Ça, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Pour le moment, on est sûr des 3 premières étapes. La 4e étape, on n'est pas encore tout à fait sûr. Et la dernière étape, ce serait de passer en fait directement au bloc opératoire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le but de ce simulateur est vraiment que le médecin puisse se former avant de passer sur le patient, être confronté à différents scénarios, pouvoir s'entraîner à l'ablation, pouvoir manipuler des cathéters, etc. Où est-ce qu'on en est à ce jour? À ce jour, on a 2 scénarios opérationnels. On a le flotteur gauche et le flotteur droit. On a les 3 systèmes cliniques de cartographie qui sont opérationnels. Donc, on peut les utiliser comme on veut, qui seront utilisés pendant l'inauguration de la plateforme la semaine du 13 novembre. On a 2 simulateurs Simric qui sont opérationnels, un simulateur pour faire de l'ablation, un simulateur pour avoir à faire de la navigation avec les signaux électriques. Là, maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir mettre un système clinique sur le Simric pour avoir vraiment quelque chose qui soit opérationnel. Pour le moment, ça, on ne peut pas faire. On aimerait aussi pouvoir, par exemple, quand on fait de l'ablation, pouvoir avoir les différents, enfin, les changements au niveau des tracés électriques. Ça, pour le moment, on ne peut pas encore le faire. Et ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est prévoir des journées pour les formations pour les médecins juniors. Par exemple, une journée sur le flotteur ou une journée sur le flotteur droit, une journée sur le flotteur gauche, etc. Voilà où on en est à ce jour. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'est juste par rapport au niveau des différentes bases de données sur lesquelles vous allez entraîner du coup les différents docteurs juniors. Ouais. Est-ce que du coup ça s'appuie vraiment sur des données scientifiques, des articles qui ont déjà été publiés, ou également sur des données cliniques et du coup qui peuvent appartenir du coup à les hôpitaux et qui peuvent donc être protégés? Tu veux dire, vas-y, répète ta question, pardon. C'est au niveau des simulations. Ouais. Par exemple, les docteurs sont confrontés à différents types de flotteurs d'arythmie. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement simulé? C'est pas forcément appuyé sur des données particulières, en fait. Donc, on peut très bien rencontrer quelque chose de commun comme quelque chose de plus rare au niveau. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de scénarios qui soient proposés, qui soient simulés. C'est vraiment de la simulation, en fait. Et on voit un petit peu ce qui est le plus courant à l'hôpital, tu vois. Il va y avoir flotteur gauche, le flotteur commun, c'est assez courant. T'as la maladie Bouvray, t'as d'autres pathologies un peu plus graves, plus graves, un peu plus rares. Et ces pathologies un peu plus rares seront plus intéressantes aussi pour peut-être les médecins seniors, en fait. Tu vois? Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des médecins qui sont déjà passés par là et quelle sorte de médecins fait cet entraînement maintenant? Pour le moment, alors on a testé les Simric, les systèmes cliniques et la simulation sur ordinateur pendant une summer school l'année dernière.
On a testé, pareil, les 4 simulateurs sur ordinateur pendant le master l'année dernière. On n'a pas encore testé sur les médecins directement. Enfin, j'ai fait venir un médecin pour pour leur montrer un peu ce sur quoi on travaillait, mais on n'a pas fait encore de session pour les médecins juniors. Ça, c'est ce qui va venir après, en fait. Et ça dure combien de temps, plus ou moins, cette formation Ça varie, ça peut aller d'une demi-journée, tu vois, ça dépend de la pertinence, en fait. Est-ce qu'il y a besoin que une formation sur un flotteur dure une journée entière ou juste une demi-journée peut finir? Vraiment, ça dépend un peu de la pathologie. Et on aimerait faire, tu vois, à la fois du cours et de la simulation en parallèle pour que ça parle, en fait, pour que ce soit vraiment plus parlant. Oui, voilà, peut-être ça serait intéressant, justement, de l'inclure. Je sais pas comment ça marche, mais au niveau des programmes des étudiants de médecine, Ouais. pour De proposer une ça, période de l'année où pourront faire ça également. Ouais, ben c'est ce qu'on est en train de se renseigner. Comment nous on peut intégrer notre simulation à la formation des médecins quand ils sont internes en fait, enfin la formation des futurs médecins en fait. Parfait. Donc, voilà. Des autres questions? Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. On va passer sur une partie un peu plus technique et je vais vous parler de l'amélioration de la stratification des risques des arythmies malignes qui sont liées aux cicatrices d'infarctus par IRM du manganèse. Alors, tout d'abord, en introduction, l'infarctus du myocarde, c'est lié à des altérations structurelles ou fonctionnelles dans la circulation coronarienne qui vont conduire à des lésions du tissu myocardique. Donc, ça va créer des cicatrices qui sont hétérogènes avec de la fibrose de remplacement, des cellules non contractiles, mais aussi du tissu adipeux et qui vont être mélangées à des cardiomyocytes viables. Ça va créer des zones de conduction ralenties et c'est ce qui augmente le risque des fibrillations ventriculaires létales. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'optimiser le risque d'optimiser la stratification des risques des arythmies malignes, et ça dépend de la capacité à identifier les voies de conduction, et c'est associé aux cellules viables au sein de la cicatrice. Donc, le gold standard pour détecter les cicatrices du myocarde, c'est le Lead Gadolinium Enhancement, et ça permet de les détecter en phase aiguë et en phase chronique. Donc, comment ça marche? On utilise des agents de contraste à base de gadolinium. C'est des métaux paramagnétiques qui vont accélérer la relaxation des protons dans les tissus et ça va se traduire par une diminution du T1. Le T1, c'est l'aimantation longitudinale et c'est un paramètre qui est systématiquement utilisé en IRM et qui est indispensable pour la caractérisation tissulaire. Donc, il y a différentes catégories d'agents de contraste à base de gadolinium. Leur particularité, c'est qu'ils sont tous chélatés et avec des ligands polyaminocarboxylates. Parce que le gadolinium libre est toxique. Ça va être un inhibiteur des canaux calciques. Celui qui est le plus couramment utilisé, c'est le gadotérate de méglumine, qui est aussi connu sous le nom de Dotarem ou Clariscan. C'est une classe pharmaceutique qui est extrêmement sûre du fait de la chélation et on l'utilise en plus d'un tiers des examens cliniques. Mais du fait de la chélation du gadolinium, ça va être des agents extracellulaires. Donc, ça ne va pas pénétrer l'intérieur des cellules. Ce qui fait qu'en pratique, là, je vous ai dit que les cicatrices, elles étaient hétérogènes. Donc là, on trouve, je ne sais pas si vous voyez très bien, du myocarde sain. Dans une cicatrice où il y a de la fibrose de remplacement, on peut voir qu'il y a une concentration de collagène qui est très importante. Et si vous avez de la fibrose interstitielle où le collagène est beaucoup plus diffus. Quand on va injecter du gadolinium, il va être coincé dans cette zone fibreuse. Là, vous voyez que dans les fibroses compactes, on a une grande concentration. Et dans les fibroses plus interstitielles, plus diffuses, il y en a beaucoup moins. Donc, quand on va injecter le gadolinium, ici, vous avez une courbe du rehaussement du contraste et ici, la durée post-injection. Donc, quand on injecte, on a 1 à 3 minutes, c'est ce qu'on appelle le first pass. Ça sert principalement pour l'angiographie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lead gadolinium. Donc, ça va être autour de 15-20 minutes. Et ce qu'on peut observer là sur le graphe, c'est que la courbe en bleu et en vert, c'est le sang et le myocarde respectivement. Et ici, c'est la courbe de l'infarction en rose. Et on voit qu'il y a une différence. Donc, ce qu'on observe, c'est vraiment le wash-out du gadolinium dans le tissu. Et on peut observer qu'il est beaucoup plus lent dans les zones de cicatrices fibreuses. Concrètement, sur des images, qu'est-ce que ça donne?
Ici, vous pouvez voir que la cicatrice est sur le ventricule gauche, elle apparaît en hypersignal et le tissu sain est en hyposignal. Donc, on va pouvoir identifier le volume de la matrice extracellulaire et du collagène qui compose la cicatrice fibreuse. Mais par contre, on n'a pas une claire délimitation entre la jonction du tissu sain et de la cicatrice. Ce qui nous amène à être intéressés par le manganèse. Le manganèse, c'est une alternative intéressante car elle a les mêmes propriétés atomiques que le calcium, ce qui fait que lorsqu'on va faire une infusion intraveineuse du manganèse, il va se retrouver dans le sang, il va se lier à des macromolécules, ça va jouer sur la relaxivité, donc sur le T1 qu'on a parlé précédemment. Il va avoir un uptake par les cellules myocardiques. Et parce qu'il a les mêmes propriétés du calcium, il va pouvoir rentrer via les canaux calciques voltage dépendant de type L. Quand il va rentrer dans la cellule, il va se retrouver au niveau de la mitochondrie et il va se lier à des macromolécules. Ce qui est intéressant, c'est que comme il est dans la mitochondrie, il va y rester assez longtemps. Il va avoir une longue rétention par les cellules cardiaques parce que le mécanisme d'efflux, d'élimination de la mitochondrie est très lent. C'est un mécanisme qui est passif et ça se fait par un NA indépendant calcium efflux mécanisme. Après l'élimination, il va avoir une clairance hépatique. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un temps de demi-vie du manganèse qui est de 1 journée versus les agents de contraste à base de gadolinium qui est de 90 minutes. Donc, on peut se poser la question quelle est la dose nécessaire de manganèse à injecter du fait qu'il y a les mêmes propriétés du calcium pour éviter tout effet toxique potentiel. Donc, il y a déjà eu des études qui ont été réalisées au sein de l'Institut, chez le rat, qui ont vérifié la contractilité, l'index de relaxation, les canaux calciques, et a montré qu'il n'y a pas d'effet délétère jusqu'à 2 micromoles par kilo. Il a également été testé chez des volontaires sains avec une perfusion de chlorure de manganèse de 5 micromoles par kilo. Ils n'ont pas montré d'effet secondaire majeur, seulement une petite élévation de la fréquence cardiaque qui était très transitoire. Il y a également la question de la toxicité potentielle au niveau du cerveau. Et effectivement, il existe ce qu'on appelle le manganisme, c'est qu'il y a une accumulation du manganèse dans le cerveau. On retrouve ça chez les miniers, sur une accumulation, sur une exposition importante et chronique qui amène des symptômes style Parkinson, qui sont dits Parkinson-like. Mais c'est seulement dans le cas d'une exposition qui est chronique et à forte concentration. Dans notre cas, on a un peu le reflet de la nutrition parentérale chez les patients, qui ont une petite dose quotidiennement, parce que le manganèse, c'est un élément trace essentiel, et ils n'ont pas observé d'effet adverse à 20 micromoles par jour pendant une longue période. Donc la dose qui nous semble la meilleure, 105 micromoles par kilo, du fait qu'elle a déjà été testée chez des volontaires sains, et qui permettrait d'effectuer de l'IRM du manganèse. Et de plus, cette dose, elle est 300 fois inférieure à la dose létale médiane. Donc, effectivement, il y a déjà eu du cardiac memory qui a été tenté dans les littératures, mais par contre, c'est limité à des régions pathologiques larges. Ici, vous avez un modèle préclinique d'ischémie-reperfusion à 1,5 Tesla avec 10 micromoles par kilo qui a été fait chez le chien. Et vous pouvez voir qu'ils utilisent des séquences en 2D avec une épaisseur de coupe de 8 mm. Donc là, vous avez les images pré-manganèse, pendant l'injection de manganèse et après l'infusion, pendant l'occlusion réalisée pendant l'ischémie. Et vous pouvez voir que la zone obstruée apparaît en hyposignal. Donc, on arrive à notre projet qui on est très chanceux, a été financé par la Fédération française de cardiologie. Et notre but, c'est d'améliorer l'évaluation de la zone d'infarct du tissu myocardique viable en utilisant cette fois-ci de la haute résolution et de la 3D pour faire l'IRM du manganèse. Donc, le premier objectif, c'est d'optimiser in vivo les séquences pour caractériser l'hétérogénéité des cicatrices sur un modèle préclinique d'infarctus du myocarde en chronique qui a été déjà précédemment développé au sein de l'Institut et d'évaluer la contribution du MEMRI dans l'identification des arythmies ventriculaires en comparant à des données électrophysiologiques et à des données histologiques.
Donc, la méthode, très brièvement, on fait une création de modèles sous guidance fluoroscopique. C'est un modèle de brebis qui a une occlusion coronaire avec ce qu'on appelle un low flow perfusion. Vous pouvez voir juste là le petit coil. Après, on va faire une évaluation in vivo de l'IRM du manganèse et on va comparer au late gadolinium enhancement. On a également fait une comparaison avec les données électrophysiologiques de cartographie optique haute résolution et on va faire les mesures dans l'endocardium et dans l'épicardium. On va après faire une validation ex vivo pour vérifier la précision du MEMRI. On va faire une haute résolution à 1,5 Tesla et également une analyse histologique. Donc, les résultats préliminaires sont les suivants. On a souhaité comparer 2 doses de chlorure de manganèse, 10 comme dans la littérature en préclinique et 5 comme ça nous paraît le plus safe au vu des analyses chez les volontaires sains, et de gadotérol de méglumine, donc le dotarème, à une dose simple. On a fait de la cartographie T1 pour déterminer quelle est la fenêtre d'acquisition la plus optimale. Donc ici est la cinétique pour 10 micromoles par kilo. Donc le T1, c'est une aimantation, donc c'est le temps c'est une durée, donc elle est en millisecondes. Ici, vous avez le T1 dit natif, donc sans injection d'agent de contraste. Ici, c'est 15 minutes post-manganèse jusqu'à 180 minutes. Et ici, vous avez le late gadolinium enhancement. Les petites flèches ici indiquent les zones de cicatrices d'un phare. Et on peut voir ici que la fenêtre qui a l'air la plus optimum à 10 micromoles par kilo a l'air d'être autour d'1 heure, qui donne le meilleur contraste entre le sang et le myocarde. Avec 5 micromoles par kilo, on a fait la même expérience. Vous pouvez voir également ici la petite flèche pour la zone d'un phare et la fenêtre a l'air plutôt aux alentours de 30 minutes. On a fait une analyse quantitative du T1 à partir de ces images et on peut voir ici à 10 micromoles et à 5 micromoles post-infusion de manganèse. Et ce qu'on observe, c'est que le T1 du sang est plus élevé que celui du myocarde. Donc ça montre bien qu'il y a eu un uptake du manganèse dans les cellules myocardiques. Quand on injecte le gado, on peut voir que ce contraste s'inverse. Le T1 du myocarde est plus élevé que celui du sang. Ce qui fait que dans l'imagerie MEMRI, on va avoir les cicatrices en hyposignal, alors que dans le gado, on va l'avoir plutôt en hypersignal. On a également mesuré la fréquence cardiaque pendant ces expériences. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une élévation de la fréquence cardiaque, même si elle reste dans les doses, dans les valeurs physiologiques assez importante, avec 10 micromoles par kilo, alors qu'il est beaucoup plus faible avec 5. Et ce qu'on observe dans les 2 cas, c'est qu'il y a un retour à la normale assez rapidement et que ça se stabilise après. Donc, on va plutôt vous montrer des résultats à partir de 5 micromoles par kilo. C'est la dose qu'on a décidé d'utiliser pour la suite de notre projet. Donc, après ça, on arrive à la partie la plus intéressante, la 3D MEMRI. Donc, on a déterminé le meilleur compromis entre le SNR, le temps d'acquisition et la résolution spatiale. C'est notre but de faire ça. On a décidé de d'abord démarrer en faisant une 3D haute résolution comme elle est réalisée à Haut-l'Évêque, avec une résolution de 1.1 dans le plan et d'une épaisseur de coupe de 2,5. Mais nous, on envisage de faire autour de 1 mm isotropique. Donc là, vous avez l'image en MEMRI. Vous pouvez voir que c'est le ventricule gauche qui apparaît ici en hypersignal, le myocarde sain. Et dans cette zone, vous pouvez voir la zone d'un phare qui apparaît en hyposignal. Et si on regarde l'encart, c'est assez intéressant. On voit bien qu'il y a une zone de tissu sain au niveau endocardique et qu'après, c'est assez hétérogène où il y a une zone un peu grisâtre, mais des zones assez noires. Et que surtout, il a l'air de manière plus prononcée au niveau de l'épicarde. Quand on regarde le late gadolinium enhancement, on a quelque chose presque d'opposé, ou qui est un peu différent en tout cas. On voit que la zone cicatricielle, elle est plutôt au niveau endocardique et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de résidus de tissu à ce niveau-là, que c'est que du tissu cicatriciel et que finalement, ça a l'air d'être assez... d'aller au niveau endocardique. Donc, face à ces résultats, on s'est posé la question, est-ce que c'est plutôt endocardique ou est-ce que c'est plutôt épicardique?
Et dans ce cas-là, c'est Nestor qui nous a apporté la réponse en faisant de la cartographie optique. Donc déjà, on a explanté les cœurs, on a fait des photos pour avoir des images macroscopiques, et après, on a réalisé de la carte optique. Je vais vous présenter aujourd'hui les temps de repolarisation au niveau de l'endocarde et de l'épicarde. Donc là, les résultats de niveau de l'endocarde. Vous pouvez voir que en jaune, c'est la zone de ROI qui a été utilisée, la zone de région d'intérêt qui a été utilisée pour la carto, et en rouge, c'est la zone de l'infart. C'est assez difficile à identifier en endocarde. Quand on regarde la cartographie, on voit qu'il y a une hétérogénéité, mais par contre, on a du signal. Donc, ça indique bien qu'il y a des cellules qui sont viables et fonctionnelles au niveau électrique. Par contre, quand on regarde du côté épicarde, déjà, on distingue l'infart à l'œil nu sur les images macroscopiques. Et quand on regarde la cartographie optique, on voit bien qu'il y a une absence de signal qui indique bien que les cellules ne sont plus viables. Donc, il semble que c'est consistant avec le MEMRI, mais pas avec le Late Gadolinium Enhancement. Fort de cette observation, on a décidé d'aller plus loin dans la caractérisation et de faire de l'IRM à 1,5 Tesla à haute résolution avec 500 micromètres isotropiques. Ici, vous retrouvez notre ventricule gauche qui était utilisé pour la carto optique. Vous avez la base, l'apex, ici l'endocarde et l'épicarde. Et quand on fait un zoom, on voit bien qu'ici, on a une zone en hyposignal. Donc, la préparation a été faite sans agent de contraste. Donc, il n'y a pas de biais entre manganèse ou gadolinium. Là, c'est vraiment une caractérisation tissulaire. Et on voit bien qu'au niveau de l'épicarde, c'est très sombre et qu'on a vraiment une hétérogénéité du mid-wall jusqu'à l'endocarde, mais qu'il est proéminent du côté de l'épicarde. Et quand on regarde l'histologie, qui reste le gold standard pour valider les résultats en IRM, on voit bien que la fibrose est située principalement au niveau de l'épicarde. La surprise a été de voir du tissu adipeux, ce qui est assez intéressant. Et on voit que quand on fait un zoom sur la zone un peu de transition, l'hétérogénéité qu'on voyait sur les IRM 1,5 Tesla, on voit qu'il y a de la fibrose qui n'est plus compacte, mais plutôt interstitielle. Et ça correspond, ça se rapproche à ce qu'on pouvait observer sur la MEMRI, du dégradé un petit peu de gris. Donc, c'est une validation de montrer que le MEMRI, c'est bien consistant avec le MEMRI, mais pas avec le Late Gadolinium Enhancement. Donc, on a confirmé que le MEMRI, ça donne une caractérisation plus fine de l'hétérogénéité de la cicatrice. Ça permet de voir le tissu myocardique viable dans la zone de l'infart. On a également des fenêtres temporelles plus longues pour faire des acquisitions 3D de tout le cœur. Donc, ça va permettre d'augmenter la résolution de manière très importante. Les prochaines étapes, c'est de faire des 3D avec une résolution de 1 mm isotropique. Également, d'augmenter le nombre d'animaux pour pouvoir faire des analyses statistiques. C'est des expériences qui sont en cours, et de faire une validation ex vivo de cette méthodologie en utilisant des cœurs humains avec des cicatrices d'infarct grâce au programme Harmonica pour qu'on puisse tester la translationnalité de notre méthode. Donc ça valide ça valide l'importance du MEMRI dans le management clinique des arythmies malignes liées aux infarctus du myocarde. Merci à tous les collaborateurs et je vous remercie pour votre attention. Des questions? C'est bon. Et c'est pour les gens qui sont là. Merci. Pour la gradient écho 3D, c'était quoi la trajectoire? C'était cartésien classique. C'est cartésien spirale ou cartésien, comment on dit, linéaire? Oui, c'est linéaire. Ok. Ça prend combien de temps l'acquisition pour faire ça? Ça prend 15 minutes. Ok. Et puis c'est déclenché avec le CG? Exactement. C'est trigué avec le CG. Il y a un navigateur pour la respiration. On a du partial Fourier. Et ok. D'accord. Ben, merci. Je t'en prie. C'est une accélération de 2. Voilà. D'autres questions?
J'ai juste été surprise par les concentrations et les temps. Alors, à moins que j'ai loupé tous mes cours de pharmacologie depuis ma licence, quand on augmente la concentration, le temps est allongé, alors que quand on la diminue, ça met que 30 minutes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Attends, tu peux répéter ta question? Quand on met 10 micromolaires de manganèse, à peu près 1 heure, du coup, pour pouvoir révéler la cicatrice au niveau du cœur, alors que quand on n'en met que la moitié, 5, ça ne met que 30 minutes. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors en fait, c'est pas de la pharmacologie, et c'est pas de la toxicité là que j'essaie de montrer. Tu as raison sur le fond, mais là on est dans un examen IRM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre le sang et le myocarde et ma cicatrice. Donc la fenêtre optimum que je regarde, c'est à quel moment le signal est bien net entre ces trois parties. Je peux remettre la diapo. Et donc en fait, une réponse logistique que je pense que Nestor va apporter, mais je vais la donner aussi. Donc, en fait, ce qui m'intéresse pendant mon expérience IRM, c'est d'avoir du contraste le plus optimum. Là, comme on peut voir, il y a encore du manganèse dans le pool sanguin et le PTEC n'est pas encore bien réalisé par les cardiomyocytes. J'ai besoin d'être sûr qu'on n'est pas dans cette zone trouble où il y a encore trop d'échanges entre ces deux compartiments. Là, ça m'a l'air bien optimum. Moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est de faire des 3D. On soit bien d'accord. Là, c'est une étape pour moi de suivi et de contrôle de ma manip que quand j'injecte, quand je fais ma perfusion, la perfusion se passe bien. Il y a bien un uptake du manganèse par les cardiomyocytes. Il a bien été pris du sang via le myocarde et que j'ai un contraste suffisant entre ces deux parties. C'est pour ça qu'après, j'ai montré les graphes plutôt quantitatifs pour montrer j'ai un delta suffisant entre les deux. Donc après, il y a une explication logistique, c'est que sur cette brebis à 5 micromoles, c'est les résultats que je vous ai présentés. Et en fait, après, on a de la cartographie optique. Donc, je peux pas faire un suivi de 180 minutes, sinon Nestor commencerait à 15 heures et il accepte pas toujours de finir à minuit. Et aussi pour le bien-être annuel. Donc là, c'était une expérience où l'annuel, voilà, était réveillé par la suite et on continuait la manip en chronique. Donc, dans le deuxième cas, 5 micromoles, c'était une manip terminale. Il faut que le cœur soit en bon état pour que la cartographie optique elle soit pertinente. Donc, c'est des choix aussi un peu logistiques, mais en vrai, malgré que Nestor n'aime pas commencer tard, si j'avais pas eu ma bonne fenêtre et ce bon contraste, comme j'ai pu montrer ici, ce delta-là qui m'intéresse, eh ben, je lui aurais pas donné la brebis, crois-moi. Parce que ce qui importe, c'est d'avoir vraiment la 3D. Donc, c'est vraiment, faut pas le voir dans une approche toxicologique, parce que dans ce cas-là, effectivement, on a la mauvaise approche. Il faut le voir dans une approche de gens qui font de l'IRM, où nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un contraste entre le myocarde, le sang et la cicatrice. Et là, dans le manganèse, c'est la cicatrice qui prédomine. Merci beaucoup. Merci à vous.